Donc, mon cas portera sur la prise en charge médicamenteuse d'un patient en oncohématologie traité par thérapie orale. Et j'ai pris le cas d'une leucémie lymphoïde chronique. Pourquoi la leucémie lymphoïde chronique? Tout d'abord, c'est une pathologie qui entraîne une hyperlymphocytose qui se manifeste au niveau du sang et au niveau de la moelle, avec deux mécanismes principaux impliqués dans la pathogénèse, c'est-à-dire une augmentation de la prolifération, donc du nombre de lymphocytes, et une diminution de l'apoptose des lymphocytes. Alors, beaucoup de nouveautés ces dernières années dans la LLC, d'abord pour les facteurs pronostiques, où la mutation ou la délétion du gène TP53 et ou la délétion du chromosome 17p entraînent différents choix stratégiques et vont être impliqués dans la décision thérapeutique pour les patients. Ensuite, dans les études cliniques portant sur la LLC, la MRD entre de plus en plus en compte pour la décision thérapeutique. Et enfin, dans les derniers, ce sont les facteurs de mauvais pronostic déjà connus pour la LLC, donc des taux de bêta-2 microglobuline élevés, une LDH élevée et un temps de doublement lymphocytaire inférieur à 1 an. L'âge élevé est aussi un facteur de mauvais pronostic. Dans la stratégie thérapeutique, il y a eu 4 nouvelles molécules en 2 ans, avec plusieurs AMM. Des AMM en première ligne avec l'obinutuzumab, qui est un anti-CD20, le Gazivaro, 2 inhibiteurs de tyrosine kinase, l'ibrutinib et idelalisib, et ensuite des AMM en rechute où on retrouve les 2 inhibiteurs de tyrosine kinase, ibrutinib et idelalisib, et le dernier arrivé qui est le venetoclax. Alors l'évolution de la LLC est très hétérogène. La durée de vie des patients a augmenté les dernières années, notamment due à l'arrivée de ces nouvelles molécules. Cependant, elle reste incurable pour la plupart des patients, avec une augmentation de nombre de patients ayant une LLC, de patients vivants. Alors, au niveau de la thérapeutique et des thérapies orales, il y a une analyse biblio qui a été faite sur tous les patients ayant une pathologie onco-hémato, pas seulement la LLC, et on a retrouvé que ces patients traités par thérapie orale, 30 à 50% d'entre eux présentaient au moins une interaction médicamenteuse. L'observance, elle est très variable, elle varie entre 60 et 97%. 25% des patients affirment ne pas avoir reçu d'informations sur les effets indésirables quand on leur a prescrit le traitement. Pourtant, 80% d'entre eux ont présenté un effet indésirable gênant dans leur vie. Et ça a amené à la suspension du traitement chez 35% d'entre eux. Et en 2020, 50% des thérapies développées en oncohématologie seront des thérapies ciblées par voie orale. Donc il y a un réel basculement de la prise en charge de ces patients vers le domicile et vers l'ambulatoire. Donc ce sont des traitements qui sont maintenant prescrits sur de la longue durée jusqu'à progression, voire à vie, avec un nombre de patients qui augmente, avec des traitements qui sont à risque d'interaction médicamenteuse, avec des difficultés de gestion du traitement à domicile liées à la prise et liées aux effets indésirables, et qui peuvent conduire à des défauts d'observance. Alors l'observance est corrélée à l'efficacité du traitement, et toutes ces situations peuvent être à risque d'échec thérapeutique. Donc on va essayer d'illustrer avec ce cas comment sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient et comment l'optimiser. Donc c'est Monsieur B, il a 67 ans, il est artiste peintre, toujours en activité, il a un très bon état général et une vie assez saine. L'histoire de la maladie, elle commence en janvier 2010 avec des notions de tuméfaction cervicale. Un examen complémentaire est fait par scanner et retrouve des adénopathies susdiaphragmatiques, faisant évoquer une pathologie lymphomateuse. Aminophénotypage sanguin, on retrouve un clone LLC et son taux de lymphocytes est à 25 gigalitres. Le taux normal de lymphocytes doit être inférieur à 4 gigalitres. Donc à ce stade-là, on diagnostique une LLC de stade A. Alors ma première question, c'est est-ce qu'il faut traiter toutes les LLC? Oui ou non? Je ne sais pas si... Je continue. Donc oui, on ne doit pas traiter tous les LLC, pardon. Et ça repose sur la classification de Binet en Europe, qui a été établie en 1981. Et en fait, elle repose sur des critères à la fois cliniques et biologiques pour établir le pronostic de la maladie. Et à peu près la moitié des patients faut être diagnostiqués en stade A, souvent de manière fortuite par un bilan sanguin. Et au stade A, on a un bon pronostic de la maladie et on ne traite pas le patient et on le surveille. On le surveille avec des bilans et des examens cliniques. La plupart de ces patients vont progresser. On ne connaît pas le laps de temps pour une progression vers un stade B ou C qui sont de moins bons pronostics et pour lesquels on va instaurer un traitement.
Donc ce patient, on va continuer de le surveiller. Un an plus tard, son taux de lymphocytes reste stable. En juin, il est à 30 gigalitres, et puis en septembre, il passe à 70 gigalitres. Il y a un temps de doublement lymphocytaire qui est inférieur à 1 an, qui est un facteur de mauvais pronostic, et donc la LLC devient un stade B, progressive, et donc on décide d'initier un traitement. On regarde les facteurs pronostiques, on voit qu'il n'y a pas de mutation TP53, pas de délétion du chromosome 17p. L'état général est toujours bon, il n'y a pas de comorbidité et il a une clairance rénale qui est normale. Donc il y a une indication thérapeutique à faire une première ligne par RFC. RFC, c'est rituximab par voie intraveineuse, fludarabine et cyclophosphamide par voie orale. L'objectif thérapeutique en première ligne dans la LLC, c'est d'avoir la réponse objective la plus complète possible. Et la qualité de la réponse en première ligne, elle va conditionner, elle va être corrélée à la survie sans progression du patient, à la survie sans traitement. Donc l'objectif ici, c'est d'obtenir une maladie résiduelle indétectable et une réponse la plus complète possible. Alors, quel est le taux de réponse complète du RFC en première ligne? Est-ce que c'est plutôt 30%, 50%, 70%, 90%? Alors, pour la réponse complète, c'est 50% de réponses complètes en première ligne et 90% de réponses complètes. Donc, quasiment tous les patients vont obtenir une réponse sur RFC. Elle sera complète à 50%, avec une durée médiane de survie sans progression qui est de 42 mois, c'est-à-dire un peu plus de 3 ans. Et c'est les CCLL8 qui avaient comparé RFC à AFC qui montrent ce résultat. Donc aujourd'hui, le standard de première ligne chez le sujet jeune sans comorbidité et sans mutation, c'est le RFC. Maintenant, si monsieur B avait eu une mutation du gène, quel traitement de première ligne on aurait pu faire chez ce patient? Alors, les choix de réponse, c'est ibrutinib, rituximab, bendamustine, venetoclax, R-idélalysib ou R-CHOP. Donc, ibrutinib en majorité. Donc, ibrutinib et R-idélalysib sont recommandés en première ligne chez les patients qui ont une mutation qui représente un facteur de mauvais pronostic. Et en premier, l'HAS recommande même de commencer par l'ibrutinib avant de faire R-idélalysib. Maintenant, si monsieur B avait 75 ans, plus 65, mais 75 ans, qu'est-ce qu'on aurait fait chez ce patient? Obinutuzumab chloraminophène, ibrutinib, R-bendamustine, R-chloraminophène ou ofatumumab chloraminophène. Donc, on aurait pu faire l'obinutuzumab chloraminophène, R-chloraminophène et ofatumumab chloraminophène. Parmi les réponses. En fait, dans la LLC, on ne va pas raisonner en termes d'âge parce que l'âge médian au diagnostic est élevé. Il est déjà à 67 ou 72 ans. Donc, on a quasiment que des malades âgés et au-dessus de 65 ans. Donc, on va plutôt raisonner en termes d'état général et on va parler de patients fit, c'est-à-dire avec un bon état général sans comorbidité. Et là, on va regarder la fonction rénale. Si la fonction rénale est bonne, on va traiter par RFC. Et c'est le cas de ce patient au départ. Si la fonction rénale est altérée, on met R-bendamustine. Maintenant, si le patient présente des comorbidités, s'il a un âge avancé, on va faire une immunochimiothérapie à base d'anti-CD20 associée au chloraminophène. Donc, on continue l'histoire de ce patient. En mars 2012, il a reçu ses 6 cures de RFC et il est en réponse complète. Un an plus tard, il maintient sa réponse avec un excellent état général. En juin 2014, on découvre à nouveau une hyperlymphocytose. Elle est en contexte infectieux, donc on continue à surveiller. Et à ce moment-là, le taux de lymphocytes est à 13 gigalitres. Quelques mois plus tard, on recontrôle les lymphocytes, ils sont à 40 gigalitres. L'état général est conservé. On a à nouveau un temps de doublement lymphocytaire qui est inférieur à 1 an. Donc le diagnostic de la rechute de la LLC est posé. Et là, on décide de faire un traitement par ibrutinib. Alors, dans la rechute de la LLC, le choix du traitement de la rechute va dépendre du temps de réponse. Si on a des réponses sur courte durée, c'est-à-dire des rechutes précoces, on va changer de ligne thérapeutique. Si la rechute est à distance du traitement de première ligne une dizaine d'années, on aurait pu refaire un RFC chez ce patient. Donc pour ce patient, on va le traiter par ibrutinib.
L'ibrutinib, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase qui agit sur la voie de Bruton kinase par 3 principaux mécanismes. Il va inhiber le signal cellulaire de survie cellulaire, il va inhiber la migration et l'adhésion du lymphocyte B et la prolifération cellulaire. La voie de signalisation de Bruton kinase se situe en aval du récepteur BCR qui est présent sur les lymphocytes B et fortement impliqué dans les lymphocytes B. Alors, quelles sont les autres indications de l'ibrutinib? Là, on a vu la première ligne chez le patient muté et dans la rechute. LLC associé au rituximab, lymphome du manteau en rechute et réfractaire, associé au Herbenda dans la LLC en rechute, dans le Waldenstrom, dans le Hodgkin, dans le folliculaire. Pardon. Alors, dans la LLC associé au rituximab, c'est en étude, c'est en phase 2, donc ça n'a pas encore l'AMM. Dans le lymphome du manteau en rechute et réfractaire, ça a l'AMM, a une posologie différente de celle de la LLC. Associé au rituximab bendamustine dans la LLC en rechute réfractaire, maladie de Waldenstrom aussi. Par contre, ça n'a pas d'indication ni dans le Hodgkin, parce qu'il ne surexprime pas le lymphocyte B, et ça n'a pas non plus d'indication dans le lymphome folliculaire. Alors, comment on va prendre en charge ce patient pour qui on fait une primo-prescription d'ibrutinib? Alors, le médecin va voir le patient, on va lui annoncer la rechute de sa maladie, va commencer à lui parler du traitement par voie orale. Puis ensuite, le pharmacien voit aussi le patient, va faire une conciliation médicamenteuse du patient. En premier lieu, en faisant une analyse pharmaceutique de l'exhaustivité des traitements pris par le patient en intégrant la prescription d'ibrutinib. Puis on voit le patient lors d'une consultation de primo-prescription avec l'idée de coordination, le médecin, et on va éduquer le patient sur la prise de son traitement. Et ensuite, on fait le lien vers les professionnels de santé de ville, le pharmacien, le médecin, les spécialistes, et puis on va revoir le patient en consultation de suivi. Alors, l'analyse pharmaceutique, pour ce patient, il prend lévothyroxine, 25 microgrammes, un demi-comprimé par jour. Il prend du paracétamol de temps en temps, mais c'est très rare. Il a une prescription de diclofénac 50 mg, 2 comprimés par jour. Il ne prend pas de phytothérapie, très peu d'automédication. Et on va ajouter à cette ordonnance, du coup, l'ibrutinib à 140 mg, 3 comprimés par jour, qui est la posologie de la LLC, soit 420 mg par jour. Alors, je laisse la diapositive. Est-ce que vous avez identifié une intervention pharmaceutique? Non. Ou alors, est-ce qu'il y a un sous-dosage, un surdosage, un médicament non indiqué, une interaction ou un risque d'effet indésirable? Donc, il y avait lévothyrox, ibrutinib, diclofénac et du paracétamol. Alors, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, lévothyrox et ibrutinib ne sont pas contre-indiqués. Par contre, il y a un risque de majoration d'effets indésirables. L'ibrutinib est à risque hémorragique et donc on va préconiser l'arrêt du diclofénac. En effet, il est connu que l'ibrutinib entraîne une augmentation du risque hémorragique. Ça a été montré dans plusieurs études, dans toutes les études cliniques de phase 2, de phase 3, et les hémorragies étaient principalement de grade 1 ou 2. Et elles n'ont pas nécessité l'arrêt de l'ibrutinib ou une diminution de dose. Par contre, il y a eu des hémorragies sévères de grade 3 à 4 qui varient de 1 à 7% dans les études cliniques. Donc l'incidence des signes hémorragiques, elle diminue au cours du traitement et elle diminue à partir de 6 mois de traitement. Et la recommandation aujourd'hui, c'est qu'à l'initiation d'un traitement par ibrutinib, les traitements anticoagulants doivent être arrêtés ou stoppés. Les antiagrégants plaquettaires ou AINS doivent être réévalués. Et si le bénéfice d'arrêter l'AINS, si on peut arrêter l'AINS, on va l'arrêter. Le risque hémorragique du patient doit être évalué. Donc je continue. On voit le patient en primo-prescription avec le médecin et l'IDE. Et on va axer notre consultation sur 2 principaux axes. Le premier, c'est les modalités de prise et l'observance du patient. Donc on va expliquer au patient de prendre son traitement une fois par jour. Au cours ou en dehors des repas, ça n'a pas d'importance. Par contre, il faut qu'il choisisse de le prendre soit avant le repas, soit pendant le repas, et de faire
de prendre toujours au même moment par rapport au repas, parce que ça peut entraîner des variations de concentration. De préférence le soir, parce que ça peut entraîner une toxicité digestive, des somnolences ou des vertiges et des crampes. Et quand on le prend le soir, c'est mieux toléré. Le jus de pamplemousse ou d'orange amère, le millepertuis sont à éviter. Donc on est en face d'un substrat du 3 à 4. Les gélules, il faut les avaler en entier, il ne faut pas les ouvrir ni les mâcher. Et la dose qu'il doit prendre, c'est 3 gélules par jour. Alors qu'est-ce qu'il doit faire en cas d'oubli? S'il a oublié une prise, il faut prendre la dose dans les 6 heures qui suivent l'oubli. Comme on leur conseille de prendre le soir, ils ont jusqu'au moment du coucher pour le prendre. Si le lendemain matin, ils s'aperçoivent de l'oubli, ils passent la prise. Pareil, en cas de nausée ou vomissement, ils ne reprennent pas la dose, ils ne doublent pas la dose suivante. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'exposition au traitement et la survie sans progression? Est-ce que ça a été démontré pour l'ibrutinib? Alors oui, ça a été démontré. Il y a une étude qui a pris des patients au cours d'un essai clinique, qui était l'essai Resonate, et qui a regardé les interruptions de traitement et qui a corrélé à la PFS. Donc les patients qui n'ont pas pris le traitement pendant plus de 8 jours consécutifs, ça peut être dû à la gestion d'un effet indésirable, à la coprescription de médicaments qui interagissent avec l'ibrutinib, ont une médiane de survie sans progression plus courte que ceux qui ont pris le médicament, que ceux qui ont arrêté le médicament sur une période inférieure à 8 jours. Et donc clairement, ça montre qu'une exposition aux médicaments élevés est associée à une amélioration de la survie sans progression, et ça, quel que soit le facteur pronostic de la maladie. Donc on va insister auprès du patient sur l'importance de l'observance de son traitement et que ça va conditionner l'efficacité de son traitement. Ensuite, la deuxième partie de l'entretien va porter sur les effets indésirables et leur gestion d'effets indésirables. Donc 2 signes majeurs qui peuvent arriver tout au long du traitement, c'est le risque infectieux. Donc on va les éduquer à reconnaître les signes infectieux et à leur demander de nous appeler dès qu'il y a une fièvre, des frissons, sueur, toux, etc. On va leur prescrire une prophylaxie anti-infectieuse, Bactrim forte à dose prophylactique et Zelitrex. On va leur expliquer aussi le risque de saignement au cours du traitement, à nous contacter en cas de hématome, d'épistaxis, etc., d'arrêter tous les traitements anti-inflammatoires. Donc chez ce patient, on va lui rappeler d'arrêter le diclofénac et de nous contacter en cas de saignement anormal. Parmi les effets précoces, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, les troubles digestifs, notamment les nausées, les diarrhées, des éruptions cutanées, fatigue, vertige, somnolence et des crampes ou des douleurs musculaires. À la fin de l'entretien, on élabore de façon commune avec le médecin l'ordonnance de sortie au format réglementaire. Et donc on retrouve l'ibrutinib, la prophylaxie anti-infectieuse avec le Bactrim et le Zelitrex associé aux folines orales. En cas de nausée, la dompéridone, donc qui doit être prescrit à la demande, et en cas de crampes, des crampes. Et on reprécise au patient l'arrêt du diclofénac. Cette ordonnance, on la communique aux professionnels de santé de ville. L'ibrutinib est en ville depuis la parution au JO du 3 août 2017. On va transmettre aux différents professionnels donc, le dossier du patient, les ordonnances et des documents d'information sur l'ibrutinib. Ces documents insistent aussi sur les risques d'interactions médicamenteuses, parce qu'on a vu que c'était un substrat du 3 à 4. Alors, les inhibiteurs puissants modérés du cytochrome 3 à 4 sont formellement contre-indiqués avec l'ibrutinib. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors c'est faux, ils ne sont pas contre-indiqués. Ils doivent être utilisés avec précaution. Les inhibiteurs qui soient puissants ou modérés du 3 à 4 doivent être évalués à chaque fois qu'il est nécessaire d'être prescrits. Si le bénéfice est supérieur, on va les prescrire, sinon on essaye de trouver une alternative. Il y a 2 solutions pour prescrire les inhibiteurs en association avec l'ibrutinib. Soit on réduit la posologie de l'ibrutinib à une gélule par jour, soit 140 mg, soit on arrête le traitement, mais on a vu que ça pouvait influencer la PFS, donc on arrête le traitement, quand c'est possible, sur moins de 7 jours.
Pour les inducteurs puissants du 3 à 4, ça va réduire considérablement l'efficacité de l'ibrutinib puisqu'on a des AUC diminués de quasiment 90%. Donc on évite vraiment la coprescription. Et puis l'ibrutinib in vitro est aussi inhibiteur des PGP. Donc tous les médicaments inhibiteurs du PGP avec une marge thérapeutique étroite, comme la digoxine, doivent être évités ou pris en décalé avec au moins 6 heures d'intervalle. Donc pour la gestion des effets indésirables, ce patient rentre chez lui et puis au bout de 15 jours, il nous rappelle et nous dit avoir des boutons qui sont apparus dans la nuit sur le dos, le bras, les thorax. Ils sont rouges, ils sont à type de papule, mais ils ne grattent pas. Alors quelle est votre attitude devant une éruption cutanée sous ibrutinib ? Il faut attendre et surveiller l'évolution. C'est une hypersensibilité au traitement, voir avec le médecin pour la prescription de dermocorticoïdes, ou arrêter l'ibrutinib sur moins de 16 jours et reprendre quand l'éruption cutanée a disparu. Alors la bonne réponse, c'est la réponse 2. C'est normal, c'est une hypersensibilité au traitement. L'éruption cutanée couvre moins de 50% de la surface corporelle et c'est à type de papule, c'est rouge, il n'y a pas de vésicule ou de signe de gravité. Et donc on va appeler le médecin pour demander la prescription de dermocorticoïdes. En effet, au cours de l'entretien, on avait dit aux patients qu'en cas d'éruption cutanée, il fallait qu'ils nous appellent et la prescription de dermocorticoïdes permet de passer cet épisode d'éruption cutanée sans interrompre le traitement. Donc le patient continue son traitement, le revoit 3 mois plus tard, en décembre 2014. C'est la consultation de suivi à 3 mois. Le médecin l'a revu tous les mois, mais on le revoit à 3 mois pour lui donner des informations sur un autre type d'effets indésirables, c'est-à-dire les effets indésirables qui apparaissent après 3 mois de traitement au long cours. Donc parmi ces effets, quel est l'effet indésirable grave le plus fréquemment retrouvé à partir du 3e mois de traitement ? Est-ce que c'est la fibrillation auriculaire, la colite aiguë grave ou la pneumopathie interstitielle grave ? Alors la bonne réponse, c'était la réponse 1, la fibrillation auriculaire. La pneumopathie, elle est retrouvée avec l'idélalésib. Et donc là, on va expliquer au patient qu'il peut avoir une palpitation cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, et donc il faut qu'il consulte un cardiologue. Il faut qu'il soit suivi par un cardiologue de ville pour évaluer le risque d'apparition du F1. L'ibrutinib dans des FA, c'est une étude rétrospective sur plusieurs centres en France qui avaient évalué le risque de FA et on retrouve 5 à 6% des patients qui présentent une FA sous ibrutinib dans les 3 à 8 mois de traitement. Plus de la moitié des patients nécessitent la mise en place d'un traitement et l'ibrutinib a été arrêté chez 46% des patients. Donc ça veut dire que cette FA peut amener à l'interruption du traitement, peut être amenée à la prescription de médicaments pour les FA qui vont possiblement interagir avec l'ibrutinib. Alors, prenons l'exemple du patient. Si un traitement anticoagulant devait être indiqué devant cette FA, quelle est votre attitude ? Est-ce que c'est possible de prescrire un anticoagulant avec ce qu'on a vu pour les patients sous ibrutinib ? Parce que le risque ici, c'est comme c'est le cardiologue de ville qui suit le patient pour sa F1, s'il n'est pas au courant que le patient est sous ibrutinib, il va prescrire sans connaissance de cause. Donc, est-ce que c'est contre-indiqué ? Est-ce qu'on peut prescrire un AVK ou plutôt un anticoagulant oral ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de recommandations claires pour le traitement de la FA des patients sous ibrutinib, et c'est un peu selon les pratiques du centre. En tout cas, il faut un accord consensuel entre l'onco-hématologue, l'hématobio et le cardiologue pour évaluer la prescription d'anticoagulants chez les patients sous ibrutinib. Et pour ça, on va évaluer les risques hémorragiques du patient sur des bases cliniques et biologiques,
Et les seuls anticoagulants qu'on peut prescrire, c'est les anticoagulants par voie orale. Les AVK sont contre-indiqués dans le RCP de l'ibrutinib. Je continue. Donc le patient, on le est revu et suivi, il est sous ibrutinib, il répond au traitement et puis on le voit quelques années plus tard. Il a un taux de lymphocytes qui augmente au mois de mai 2016, ce qui signe une progression de la LLC sous traitement. Donc une progression sous ibrutinib, et donc on va changer de ligne thérapeutique et on va traiter par venetoclax. Venetoclax, c'est un anti-BCL2. BCL2, c'est un anti-apoptotique. Et donc, du coup, si on inhibe l'anti-apoptotique, on va restaurer l'apoptose cellulaire. Et au début, on avait dit que dans la LLC, on avait retrouvé des défauts d'apoptose et des cellules cancéreuses qui surexpriment BCL2. Donc, on va restaurer l'apoptose cellulaire de ces lymphocytes. Les principales toxicités du venetoclax sont les neutropénies, des neutropénies sévères, des infections des voies aériennes supérieures, des diarrhées, des syndromes de lisse tumorale, vu qu'il entraîne l'apoptose. C'est assez cohérent. Donc, on fait des schémas de ramp-up, d'augmentation progressive de posologie sur les 5 premières semaines de traitement, de 20 à 50 à 100, 200 jusqu'à 400 mg, posologie maximale dans la LLC. Et puis la fatigue pour la cinquième toxicité du venetoclax, les plus fréquentes. Donc, chez ce patient qui a progressé sous ibrutinib, en deuxième ligne de traitement de la LLC, est-ce qu'on peut espérer avoir une chance de plus de 50% d'avoir une réponse globale avec le venetoclax? Alors, la réponse est oui. Il y a une étude de phase 2 en cours qui montre que les patients qui ont progressé sous ibrutinib et qu'on a traité ensuite par venetoclax ont un taux de réponse globale de 65%. Donc le venetoclax a révolutionné la prise en charge des patients en rechute réfractaire dans les LLC avec des très bonnes réponses globales en 3, 4e ligne de traitement. La principale neutropénie au cours des études, la principale toxicité au cours des études, c'était la neutropénie chez près de la moitié des patients de grade 3 ou 4. Et enfin, je terminerai avec la stratégie thérapeutique de la LLC. Aujourd'hui, en première ligne, c'est encore la RFC qui est recommandée. Néanmoins, c'est une ligne thérapeutique qui est assez toxique et difficilement supportée par les patients. Donc, de plus en plus d'essais sont développés chémo-free, donc sans cytotoxiques, avec des immunochimiothérapies à base d'anti-CD20 associées à l'ibrutinib ou au venetoclax, ou même ibrutinib et venetoclax associés. Dans la rechute, place incontestable de l'ibrutinib et du venetoclax qui augmente clairement la survie globale. Et enfin, sur l'ibrutinib, donc il y a 3 paramètres à vraiment prendre en compte pour garantir le succès thérapeutique des patients. D'abord, c'est l'observance du patient, bien l'éduquer sur les modalités de prise et la gestion des effets indésirables et une bonne observance du traitement. La maîtrise des effets indésirables, donc expliquer aux patients le risque hémorragique, le risque cardiaque et le risque infectieux pour qu'ils puissent les identifier précocement et avoir une prise en charge adaptée la plus précoce possible pour limiter les interruptions de traitement. Et enfin, la gestion des interactions médicamenteuses. L'ibrutinib est un substrat du 3 à 4, donc pour tous les inhibiteurs du 3 à 4, il va falloir adapter la posologie de l'ibrutinib à une gélule par jour. Et pour les inducteurs du 3 à 4 seront à éviter et il faudra espacer les prises quand on associera avec des inhibiteurs du PGP. Donc en maîtrisant ces 3 axes pour tous les patients qui reçoivent de l'ibrutinib, ça permettra d'augmenter ses chances d'efficacité. Je termine. Je vous remercie. Merci Caroline pour ces rappels sur la LLC et ce cas qui nous montre bien l'importance de l'intervention du pharmacien clinicien et du lien ville-hôpital dans la prise en charge de ces patients, surtout vu le nombre croissant d'anticancéreux par voie orale qui vont arriver. Alors je crois, Antoine, que nous n'avons pas le temps de poser des questions, donc on passe directement au cas clinique de Guillaume Binson. Alors Guillaume est assistant hospitalo-universitaire au CHU de Poitiers à l'Université de Poitiers. Il exerce ses activités de pharmacie hospitalière
en pharmacotechnie et au sein du pôle de pédiatrie. Et il exerce son activité de recherche sur les perturbateurs endocriniens et notamment sur les parabènes dans les médicaments de pédiatrie. Merci. On va changer un peu de catégorie de population. On ne sera plus sur quelqu'un de 67 ans, mais sur des patients beaucoup plus jeunes, puisqu'on va s'intéresser ce soir à le pharmacien clinicien, la place du pharmacien clinicien en pédiatrie. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Bien, on va continuer. Alors, concernant mes liens d'intérêt, je n'en ai aucun. Et on va commencer tout de suite avec notre patient, qui est ici une jeune patiente de 4 semaines de vie, avec un âge de naissance à 28 semaines d'aménorrhée, qui est donc considéré comme grande prématurée, et un poids de naissance de 695 grammes. Dans ses antécédents, on note un retard de croissance intra-utérin, un retard de fermeture du canal artériel, et depuis sa naissance, elle est alimentée par voie parentérale. Depuis quelques jours, cette patiente présente une cholestase persistante avec une augmentation de sa valeur de bilirubine, ici à 124 micromoles par litre, ce qui est dans tous les cas au-dessus de la normale. On va passer tout de suite à la première question qui concerne la prise en charge de la cholestase néonatale. Est-ce qu'elle est caractérisée par une augmentation du flux biliaire? Quelle est sa fréquence? À quoi elle peut être due? Et est-ce qu'elle est bénigne? Alors les bonnes réponses étaient la 2, la 3 et la 5. Alors, effectivement, la cholestase, c'est quelque chose qui est caractérisé par un défaut d'excrétion de la bile et non pas une augmentation de ce flux, et qui en termes de fréquence va toucher une naissance sur 2500 chez le nouveau-né à terme, mais cette fréquence sera considérablement augmentée chez le prématuré d'un facteur 100 à 200. En termes d'étiologie, elles sont relativement nombreuses. On va retrouver des causes intrahépatiques, extrahépatiques, voire une association des deux, avec en étiologie principale l'atrésie des voies biliaires qui est généralement systématiquement recherchée. On trouve d'autres étiologies telles que le syndrome d'Alagille ou encore la nutrition parentérale. D'un point de vue symptomatologie, elle est relativement classique avec une hépatomégalie, un ictère, une coloration foncée des urines ainsi qu'une décoloration des selles. On retrouve également des symptômes qui sont dus à la diminution du flux biliaire, notamment leur absence dans l'intestin va entraîner une malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles que sont les vitamines ADEC, et la rétention des acides biliaires au niveau du foie et dans le sang va entraîner des lésions hépatocytaires et un prurite. Ce prurite qui n'apparaît généralement pas avant l'âge de 4 mois. En termes de diagnostic biologique, on va retrouver une augmentation des valeurs de bilirubine conjuguée ainsi que des phosphatases alcalines et des gamma-GT. La prochaine question concerne l'association de la cholestase à la nutrition parentérale. Alors effectivement, c'est la majorité des bonnes réponses, les réponses 2, 4 et 5, puisque la cholestase néonatale sur nutrition parentérale va avoir une origine qui est multifactorielle. À la fois la prématurité et toute l'immaturité physiologique qui en découle, mais également la nutrition parentérale et les situations de jeunes que l'on retrouve fréquemment dans cette population.
En termes d'incidence, elle est relativement élevée puisqu'elle est de 28%, c'est-à-dire que 28% des nouveau-nés en général qui seront sous nutrition parentérale vont développer une cholestase. Chez les prématurés, on est à peu près à 25% d'incidence et 30% chez le nouveau-né à terme. On retrouve un certain nombre de facteurs de risque que sont notamment la durée de la nutrition. Plus elle est longue, plus l'incidence est importante, mais également la présence d'une entérocolite ulcéronécrosante, les équins, la présence d'un sepsis ou encore des chirurgies digestives. En termes de conséquences, elles vont aller de modérées avec des atteintes hépatiques qui pourraient être réversibles à l'arrêt de nutrition, vers des conséquences un peu plus dramatiques avec une augmentation du risque de mortalité, une insuffisance hépatique, voire un décès. Concernant la prise en charge, on va distinguer une prise en charge symptomatique et une prise en charge spécifique. Sur la symptomatique, on va jouer finalement sur la malabsorption qui concerne les graisses et les vitamines. On va ainsi privilégier un apport de triglycérides à chaîne moyenne et on va faire une supplémentation vitaminique avec les vitamines liposolubles par du levestérol ADEC et de la vitamine K. Concernant le prurite, on pourra éventuellement jouer avec de la cholestéramine. Et enfin, concernant les troubles hépatiques, ça va dépendre de l'évolution. Si on se dirige vers une cirrhose, voire une insuffisance hépatocellulaire, on pourra réfléchir à une indication de transplantation. Concernant la prise en charge spécifique, on va avoir une molécule qui est l'acide urso-désoxycholique, qui est un acide biliaire, et qui sera surtout utilisé pour son activité hépatoprotectrice, avec une posologie qui variera en fonction des centres de 15 à 30 mg kg jour, répartis en 2 à 3 prises. On va également jouer sur la nutrition parentérale et notamment les lipides. On va chercher à restreindre l'apport en lipides et on va également choisir les lipides qu'on va utiliser en privilégiant des émulsions lipidiques à base d'huile de poisson. Concernant la nutrition parentérale, on va également chercher à la cycliser, à la rendre la plus courte possible, puisque la durée est un facteur de risque, et dès que possible, remettre en route une alimentation entérale afin de supprimer une des causes de la cholestase sur nutrition parentérale. Tout ça, ce n'est que la prise en charge une fois que la cholestase est apparue, puisque concernant la prévention de la cholestase, aujourd'hui, il y a peu de données concordantes et pas de consensus à ce niveau-là. Donc, si on retourne à notre patiente, l'étiologie de notre cholestase est confirmée, c'est bien de la nutrition par voie parentérale prolongée. Et devant ce tableau, l'équipe médicale souhaite instaurer un traitement par acide urso-désoxycholique et vous recevez la prescription suivante, Ursofalk, 10 mg kg, 3 fois par jour. Et finalement, est-ce que vous considérez que ce médicament est indiqué chez cette patiente ? Alors on a à peu près 2/3 de non pour 1/3 de oui. Et effectivement, si on regarde l'Ursofalk, donc en termes de molécules, c'est bien de l'acide urso-désoxycholique. C'est également une ATU nominative qui sera donc disponible sur le marché français, dans les hôpitaux français. En termes d'indication, c'est un médicament qui est indiqué dans la prise en charge de la cholestase néonatale persistante, donc on rentre dans cette indication. En termes de formulation, nous sommes sur une suspension buvable qui sera donc administrable dans cette population. Par contre, si on s'intéresse de plus près à la composition en excipient, on s'aperçoit qu'il y a de l'acide benzoïque et l'acide benzoïque va poser problème chez cet enfant. En effet, l'acide benzoïque et son sel, le benzoate de sodium, sont des excipients qu'on retrouve dans beaucoup de médicaments puisqu'ils sont utilisés comme conservateurs, mais ce sont des molécules qui vont être toxiques chez le nouveau-né. En effet, on a une immaturité hépatique chez le nouveau-né et donc une immaturité de la voie de détoxification de cette molécule. De plus, cette molécule, elle va venir se fixer à l'albumine puisqu'elle a une forte affinité. Et en se fixant à l'albumine, elle va entraîner un déplacement de la bilirubine qui est fixé. Et ce déplacement de la bilirubine qui est fixé, associé à l'hyperbilirubinémie physiologique du nouveau-né, va entraîner un risque d'ictère nucléaire, ce qui indique une contre-indication avant 8 semaines de vie. Donc là, on s'est intéressé à un excipient, qui est l'acide benzoïque. Il y en a de nombreux autres. Et on peut se douter que d'autres excipients peuvent être problématiques. C'est le sujet de la prochaine question.
Alors effectivement, il y a d'autres excipients qui peuvent poser problème en pédiatrie, et il faut savoir que les nouveau-nés sont plus vulnérables en général aux excipients à effet notoire. Là, je vous ai sélectionné 3 excipients, il y en a beaucoup d'autres, que sont l'éthanol, le sorbitol et le parabène, qui sont, comme vous pouvez le voir, employés dans de nombreux médicaments qui sont potentiellement à usage pédiatrique. Notamment l'éthanol, par exemple, qui est utilisé comme cosolvant et qui aura un effet dépresseur sur le système nerveux central. Le sorbitol, qui est un édulcorant et qui pourra provoquer des diarrhées osmotiques. Et enfin, les parabènes, qui sont également utilisés comme conservateurs et qui sont reconnus comme perturbateurs endocriniens. Alors même si ces excipients sont problématiques, ils ne sont actuellement pas interdits dans les formes à usage pédiatrique. Il sera nécessaire donc de s'y intéresser. Alors, on a vu que l'ursofalque était contre-indiqué. Finalement, que va-t-on faire? Quelle alternative peut-on proposer? Bon, je vois que la salle est assez unanime sur la question. On va proposer de réaliser une préparation. Effectivement, sur la première réponse, passer outre la contre-indication, le risque étant l'ictère nucléaire, c'est peut-être pas un risque qu'on est prêt à prendre. Restent 2 options que sont soit la préparation, soit utiliser les comprimés, par exemple de Colurso, qui sont également des comprimés d'acide urso-désoxycholique. Si on choisissait d'utiliser des comprimés, il faut se poser la question de l'administration. Et la question de l'administration, elle va se jouer à 2 niveaux. Déjà, est-ce que l'enfant est capable d'absorber ces comprimés? Et il faut savoir qu'avant l'âge de 6 ans, l'utilisation de forme orale solide, elle est relativement compliquée. Il faut, on va dire, entraîner l'enfant à prendre ces comprimés. Là, d'autant plus à 4 semaines de vie, clairement, ce n'est pas une option envisageable. On pourrait éventuellement réfléchir à écraser le comprimé et ensuite le fractionner afin d'administrer la dose nécessaire. À ce moment-là, on va se poser 2 autres questions, que sont est-ce qu'on peut écraser le comprimé? Est-ce qu'on peut le fractionner? Donc ça, ce sont des informations qu'on va retrouver notamment dans la base SFPC sur les médicaments écrasables. Et si c'est le cas, est-ce qu'on est capable d'obtenir une dose précise par ce biais? Donc c'est la question de la précision de la dose. Il y a quelque temps a été menée au CHU de Poitiers une petite étude sur des comprimés d'aldactone et des Hydrex et sur cette fameuse précision de la dose. Donc il a été pris ces comprimés, ils ont été écrasés dans un mortier et puis ensuite, pour coller aux pratiques des services, ils ont été mélangés un petit peu d'eau et repris avec une seringue. Et on a récupéré le quart du volume récupéré. La masse théorique était de 6,25 mg et on a dosé ce qu'on retrouvait. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, eh bien finalement, les biais sont très importants puisque dans la grande majorité des cas, on n'est pas dans l'intervalle, on va dire, acceptable de plus ou moins 10%. Uniquement 40% pour l'aldactone et 27% pour les Hydrex, ce qui fait dire que finalement, écraser un comprimé pour le fractionner n'est pas forcément une solution envisageable en termes de précision de la dose, notamment sur des doses aussi précises. Donc, effectivement, on va réaliser une préparation. L'enfant grandit. À 10 semaines de vie, on va passer finalement la contre-indication de l'acide benzoïque et vous proposer à ce moment d'arrêter la préparation des gélules d'acide urso-désoxycholique et de passer au médicament avec ATU qui est l'ursofalque. La patiente pèse maintenant 1,4 kg et la posologie reste inchangée à 10 mg/kg 3 fois par jour. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir administrer l'ursofalque chez cet enfant? Alors effectivement, les 2 bonnes réponses étaient la 3 et la 4. Et on propose d'utiliser une seringue ENFIT et l'ursofalque doit être dilué avant administration. Alors on va s'intéresser en premier lieu à cette histoire de dilution. Pourquoi finalement diluer une suspension buvable qui est prête à l'emploi et qui est relativement adaptée en termes de précision de dose et de dose administrable?
Il faut savoir que les formes orales liquides ont une certaine osmolarité et que cette osmolarité, elle peut poser problème. En effet, le système digestif, notamment chez le nouveau-né, a une certaine tolérance à l'osmolarité. Par exemple, l'estomac a une tolérance maximum de 1000 milliosmoles par kilo et le tractus intestinal a une tolérance maximale de 600 milliosmoles par kilo. Et l'American Academy of Pediatrics recommande d'éviter l'administration de formes orales qui auraient une osmolalité supérieure à 450 milliosmoles par kilo et non pas par litre. En effet, il existe des risques pour les solutions hyperosmolaires qui vont des plus simples avec des nausées et des vomissements, également des diarrhées osmotiques, aux plus graves que sont les entérocolites nécrosantes, notamment dans la population prématurée. Donc on va chercher à éviter de dépasser ce seuil des 450. Toujours au CHU de Poitiers, on s'est intéressé à cette problématique et on a regardé un petit peu l'osmolalité des différentes suspensions buvables à usage pédiatrique qui étaient sur le marché. Et si on prend le cas de notre Ursofalk, on s'aperçoit qu'utilisée pure, son osmolarité est extrêmement importante puisqu'elle est supérieure à la limite de détection et que pour pouvoir l'utiliser, il faut le diluer au 15e afin d'éviter ce risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante. C'est également le cas d'autres médicaments tels que le Zovirax, la fusidine ou l'Hexacil. Maintenant qu'on sait qu'on doit diluer ce médicament, se pose la question de l'administration. Concernant les dispositifs d'administration, l'ANSM a fait en 2016 un certain nombre de recommandations aux industriels pour les dispositifs d'administration sur les conditionnements multidoses de solutions buvables. Et dans notre cas, l'Ursofalk, on a une cuillère mesure à double graduation qui est clairement inutilisable en l'état puisqu'elle permet de faire des doses de 250 et de 500 mg. Lorsque le dispositif fourni par l'industriel n'est pas possible, l'HAS recommande d'utiliser une seringue pour réaliser l'administration. Ici, on va être sur de la voie entérale, on va donc utiliser la norme ENFIT, qui est une norme relativement récente, qui concerne tout ce qui est dispositifs médicaux de nutrition entérale, et dont l'objectif est finalement d'éviter des erreurs de raccordement et de ne pas administrer par voie intraveineuse un médicament qui aurait été destiné à la voie entérale. On va donc proposer non pas une seringue Luerloc, mais bien une seringue ENFIT, mais pas n'importe quelle seringue ENFIT. En effet, ces seringues qui utilisent la norme ENFIT, elles ont un volume mort important, d'environ 0,15 ml, ce qui va entraîner un risque pour l'administration de doses faibles. Si vous prenez ce tableau qui a été réalisé par la Société française de néonatologie, on peut s'apercevoir que, par exemple, pour la digoxine, on a un risque de surdosage x3 ou encore x6 pour la morphine, avec des conséquences potentiellement dramatiques. Pour pallier ce risque, les fabricants ont développé une solution que sont les seringues ENFIT low dose, c'est-à-dire qui développent avec un volume mort en théorie moins important. Si vous vous intéressez au tableau en bas à gauche, qui a été réalisé par l'équipe de Valérie Sautou et présenté à Opipharm en 2017, ils ont mesuré les volumes morts sur les seringues ENFIT classiques et les seringues ENFIT low dose, et on s'aperçoit que finalement, ce volume mort ne varie quasiment pas, et on a toujours ce risque, même avec les seringues ENFIT low dose. En effet, sur ces seringues ENFIT low dose, vous avez une collerette au niveau de l'embout, et quand vous plongez votre seringue dans le flacon de médicament pour venir prélever votre solution, vous remplissez cette collerette, et c'est ce qui fait le volume mort, et c'est ce qui entraîne le risque de surdosage. Donc pour pallier ce risque, on va bien utiliser ces seringues low dose, mais en plus de ça, on ne va pas prélever directement dans le flacon, et on va utiliser soit des canules de prélèvement, soit des bouchons adaptateurs pour éviter le volume mort. Pour conclure sur ce cas, pour le take-home message, on va parler de la boîte à outils du pharmacien en pédiatrie. Alors bien entendu, on va dire à la base de la base, que sont vérifier l'adéquation aux indications et aux posologies, mais il faut aller un petit peu plus loin et penser aux excipients, on l'a vu ici avec l'acide benzoïque, penser aux voies d'administration, est-ce que c'est utilisable chez un enfant? Pensez également aux dispositifs d'administration que l'on peut proposer. Dans le cas de l'Ursofalk, effectivement, on ne peut pas se contenter de la cuillère mesure et proposer une seringue ENFIT et proposer la bonne seringue ENFIT. Se poser également la précision de la dose administrée lorsqu'on va utiliser des comprimés, les durées de conservation. Et enfin, pour finir, pensez également au lien ville-hôpital, puisque dans ce cas, j'ai parlé de l'Ursofalk, qui est une ATU, et de l'Uvestérol ADEC, qui est maintenant RTU, et qui sont donc disponibles uniquement en rétrocession hospitalière. Je vous remercie. Merci Guillaume pour ces rappels fondamentaux de pharmacie galénique, de pharmacotechnie, de pharmacie clinique, très important pour la prise en charge du patient de pédiatrie. Alors maintenant, on passe à Pierre Renaudin. Alors Pierre est assistant hospitalo-universitaire au CHU de Montpellier à l'Université de Montpellier.
Il exerce son activité hospitalière au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie et fait sa recherche dans un laboratoire de santé publique marseillais, le Centre d'études et de recherche sur les services de santé et la qualité de vie. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va changer de population. Je vais vous emmener dans un service de traumatologie. Alors, pour se connecter au cas, c'est www.wooklap.com/KIOA pour infection ostéo-articulaire. Je vous laisse vous connecter. Alors, je vais vous présenter le cas d'un patient de 64 ans qui pèse 79 kg, un IMSA 24 avec une fonction rénale normale, un DFG à 109 ml par minute et qui a eu un accident de la voie publique pour lequel on retrouve une fracture fermée du fémur droit, une dissection de l'artère fémorale et une plaie importante avec une perte de substance au niveau du pied. Concernant sa prise en charge initiale, en fait, l'équipe médicale décide de réaliser un pontage fémoro-poplité en prenant une veine, la veine saphène du réseau secondaire, et du coup de faire un pontage artério-veineux. Concernant sa fracture du fémur droit, les médecins décident de faire un enclouage avec un clou centromédulaire pour réduire la fracture et solidifier le montage. En post-opératoire immédiat, il lui est prescrit du Cardégique 75 mg, 1 le matin, du Lovenox 8000 unités, 1 le matin et 1 le soir, du paracétamol 1 g avec 4 g maximum par jour, du Skénan LP10 1 le matin et 1 le soir, de l'Actiskénan 10 mg, 6 par jour maximum et c'est à la demande, du Kétoprofène LP100 1 le matin et 1 le soir, ainsi que du Lansoprazole 15 mg avec un comprimé le matin. La première question va concerner le pontage fémoro-poplité qui a été réalisé chez ce patient. Est-ce que les héparines de bois-pomme moléculaires dans ce cas-là qui ont été prescrits chez le patient à dose curative doivent être continuées pendant minimum de 3 semaines? Est-ce que l'héparine de bois-pomme moléculaire doit être arrêtée après contrôle de la revascularisation à l'échographie Doppler, quelques jours après la réalisation du pontage? Est-ce qu'un traitement anticoagulant peut être envisagé chez ce patient? Et est-ce que le Cardégique qui a été instauré chez ce patient qu'il n'avait pas avant est un traitement au long cours? Alors, concernant les réponses, la bonne réponse était la réponse 4. Concernant les héparines de bas poids moléculaires, au début, lorsqu'on n'est pas sûr qu'il y a une revascularisation complète avant de faire l'échographie Doppler, on mettra des héparines à dose curative, puis après on les arrête. Sauf qu'ici, on est dans un patient qui a une fracture avec un enclouage centromédulaire qui va être alité, et donc il faudra continuer, même après l'échographie Doppler, une héparine de bas poids moléculaire, mais ici en dose préventive. Concernant les traitements anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, dans le cas d'un pontage prothétique, ce qui n'est pas le cas de notre patient, un traitement anticoagulant aurait été, au long cours aurait été indiqué. Et ici, dans le pontage véno-veineux ou véno-artério-veineux, là, je vous ai mis une méta-analyse qui montre qu'en fait, même au long cours, on a des suivis de plus de 10 ans, le Cardégique a toujours une action et évite des thromboses au niveau du pontage. Concernant la suite de la prise en charge,
environ 10 jours plus tard, on remarque un écoulement purulent au niveau de la plaie, du site opératoire, ainsi qu'une hyperthermie avec une température à 39 degrés Celsius. De plus, on retrouve un écoulement sanguin en fait, au niveau du foyer de fracture, puisque quand on va prendre la veine saphène du réseau secondaire, il y a toujours des petites veines collatérales qu'on va essayer de clamper pour que le sang ne passe plus. Et ici, il y a eu des ruptures de clans chirurgicaux qui provoquent un saignement pas important, mais qui a un saignement continu au niveau du foyer de fracture. Et donc, on a peur d'une dissémination de l'infection. Pour cela, les chirurgiens décident de faire une reprise chirurgicale, d'enlever le clou centromédulaire pour enlever le matériel qui n'est pas la formation d'un biofilm et d'y mettre un fixateur externe pour tenir la fracture. De plus, on va faire un lavage du foyer de fracture et au niveau également de l'incision chirurgicale. La deuxième question, c'est que dans le cas de cette infection ostéo-articulaire, donc une fracture fermée à la base, quelle est l'antibiothérapie probabiliste de choix? Soit je fais une monothérapie par vancomycine, soit je fais une monothérapie par une C3G, céfotaxime ou ceftriaxone, soit je propose une bithérapie céfotaxime-vancomycine ou une monothérapie par amoxicilline acide clavulanique. Alors dans ce cas-là, on verra que la bonne réponse était la bithérapie. Je voudrais juste revenir juste avant sur la prescription d'amoxicilline acide clavulanique. Dans ce cas-là, c'est pas indiqué, c'est plutôt indiqué dans les fractures ouvertes, car ça va permettre en fait de rattraper des germes anaérobies que l'on va retrouver, surtout les germes telluriques que l'on retrouve dans les fractures ouvertes. Ici, on est plutôt dans une infection liée aux soins. Et donc, les germes que l'on va retrouver le plus, ça va être les cocci gram-positifs sensibles et résistants, tels que les streptocoques ou les staphylocoques aureus, ou les bacilles à gram-négatifs. Donc, on va avoir la vancomycine qui va plutôt jouer sur les cocci à gram-positifs et la C3G sur les bacilles à gram-négatifs. On aurait pu aussi proposer une prescription de piperacilline tazobactam associée à de la vancomycine. Ça, c'est selon l'écologie bactérienne que l'on va retrouver dans notre hôpital. Si c'était un sujet âgé qui vivait au départ en institution, qui était arrivé à l'hôpital avec une sonde urinaire ou une gastrectomie, si c'était un patient connu pour une colonisation à BLSE, ou s'il y avait une antibiothérapie récente par céphalosporine ou fluoroquinolone, s'il y a au moins 2 de ces facteurs, ce qu'on va vouloir faire, c'est élargir le spectre, principalement sur les BLSE, et donc on va remplacer la céfotaxime plutôt par du méropenem. Lorsque vous faites la visite avec le chirurgien le lendemain, il va vous demander les modalités d'administration et de surveillance de votre bithérapie par vancomycine et céfotaxime. Il faut savoir que le patient pèse 79 kg, qu'il a un DFG à 109 ml par minute et qu'il a pour seule voie veineuse une voie veineuse périphérique. La question est la suivante. Est-ce que vous lui conseillez un pouce-seringue électrique de vancomycine, donc peu dilué 2 grammes dans 48 ml en continu sur 24 heures, une perfusion continue de vancomycine 2 grammes sur 24 heures diluée dans 250 ml de NaCl, une perfusion discontinue de vancomycine 1 gramme toutes les 12 heures diluée dans 250 ml de NaCl, de la céfotaxime 2 grammes sur 60 minutes toutes les 8 heures et un dosage de la vancomycine à l'équilibre, donc au plateau, 48 heures après l'instauration du traitement.
Du coup, les réponses sont assez disparates sur la vancomycine. Alors, concernant la céfotaxime, c'est bien 2 grammes sur 60 minutes toutes les 8 heures que l'on va faire. Et le problème avec notre vancomycine, c'est que c'est un médicament qui est néphrotoxique, qui est également vénotoxique et qui provoque des incompatibilités physico-chimiques, notamment avec les bêta-lactamines, dont notre céfotaxime. Du coup, dans le cas où on aurait eu une voie dédiée pour notre vancomycine et une voie centrale également, on aurait pu proposer une perfusion continue de vancomycine peu diluée IVSE, donc à la seringue électrique, qui n'aurait pas provoqué de vénite. Mais dans ce cas-là, on a uniquement une voie veineuse périphérique. Donc, il y a un risque important d'interruption de traitement puisqu'on ne va pas pouvoir passer la vancomycine en même temps que la céfotaxime. Du coup, on va proposer une administration discontinue. Et pour éviter l'apparition de vénite, on va demander de diluer la vancomycine. Donc, il faut faire une dilution minimum de 5 mg par millilitre. Donc, ça fait 1 g dans 250 ml que l'on va perfuser toutes les 12 heures sur 60 minutes. Donc une perfusion lente pour éviter l'apparition d'un Rainman syndrome. Et dans ce cas-là, on va doser la résiduelle. En effet, notre vancomycine, qui est un glycopeptide, est un antibiotique bactéricide qui est temps dépendant. En rouge, vous avez l'exemple d'une administration continue. On va arriver à avoir un état d'équilibre, donc on va pouvoir faire un dosage au plateau. Et dans le cas d'une administration discontinue, ce qu'on va vouloir, c'est doser la résiduelle pour voir si on n'est pas en dessous de nos concentrations minimales inhibitrices et donc si on est bien actif sur notre bactérie. Concernant la suite de la prise en charge, du coup, on a aussi proposé aux médecins de prescrire un PICC-Line, puisque ça va être une antibiothérapie sur environ 15 jours par bithérapie vancomycine céfotaxime, car sur l'os, en fait, on va avoir des cultures tardives qui vont arriver jusqu'à 15 jours, notamment pour le Propionibacterium acnes. Donc, concernant la prescription de PICC-Line que l'on va mettre chez notre patient, il s'agit d'une voie veineuse centrale par abord périphérique, il s'agit d'une voie veineuse périphérique, elle peut rester en place plus de 3 mois. Un midline aurait pu être également proposé en alternative au PICC-Line chez ce patient, et la pose peut être réalisée par une infirmière formée en chambre. Alors, la grande majorité est d'accord pour dire que c'est une voie veineuse centrale par abord périphérique. Concernant la durée d'implantation d'un PICC-Line, dans le cas où on a une administration, par exemple, de notre vancomycine qui est inférieure à 7 jours, ce qu'on peut faire, c'est le problème, c'est que le temps d'avoir un PICC-Line, au final, environ plus de 72 heures, notre prescription de vancomycine aurait été presque terminée, donc il y a un apport peu important pour le patient, donc on va plutôt laisser notre voie veineuse périphérique. Dans le cas où il y a une administration, comme chez nous, de plus de 7 jours, on va pouvoir mettre un PICC-Line. Il ne peut pas rester en place plus de 3 mois, et dans le cas des administrations de plus de 3 mois, on va plutôt proposer l'implantation d'une chambre implantable. Ce qui est intéressant avec les PICC-Line, c'est qu'ils peuvent être mono, double ou triple lumière, et donc on peut avoir une voie dédiée à l'administration de notre glycopeptide. Un midline aurait pu être également proposé. Donc un midline, c'est une voie périphérique, mais son intérêt, c'est qu'elle va, par rapport à une voie périphérique classique, c'est que ça va aboucher sur une veine périphérique de plus gros calibre. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut, dans une veine périphérique de plus gros calibre, administrer également de la vancomycine ?
Donc là, je vous ai remis une revue de la littérature, un essai prospectif qui a comparé dans un bras l'injection de vancomycine à l'aide d'un midline et de la vancomycine dans l'autre bras à l'aide d'un PICC-line. Donc les principaux résultats, c'est que le taux de complication est identique dans les deux bras. Il y a eu un seul cas de bactériémie sur le cathéter dans le bras PICC-line. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une économie de poste de 90 $ dans le bras midline. En effet, l'intérêt des midlines, c'est qu'il n'y a pas de contrôle radiologique en fait, après la pose. Donc, il peut être posé directement au bloc opératoire, par exemple par un anesthésiste, et là, on aurait pu le poser directement lors de la reprise chirurgicale. Dans le cas d'un PICC-line, il faut qu'il y ait un contrôle radiologique, c'est pour cela qu'on met plus de temps à l'avoir pour avoir la disponibilité du radiologue. C'est une bonne alternative dans les midlines aux voies veineuses centrales, mais il faut que la durée du traitement soit inférieure à 30 jours et il y a toujours les mêmes inconvénients que pour une voie veineuse, c'est-à-dire les risques thrombotiques, les risques d'obstruction ou les risques infectieux. Je vous avais dit également que notre patient il avait une plaie au pied avec une perte de substance profonde qui, dans ce cas-là, n'évolue pas bien. Du coup, les médecins ont décidé de faire une thérapie par pression négative pour relancer la cicatrisation avant en fait, de faire un recouvrement par un lambeau. Donc la question est la suivante. Concernant la thérapie par pression négative, dans le cas de notre patient, on va régler la dépression à moins 125 mm de mercure, ou on va proposer plutôt de régler la dépression à moins 75 mm de mercure. Le changement de mousse se fait une fois par semaine et le changement peut se faire uniquement au bloc opératoire. Alors, la bonne réponse était, dans le cas de notre patient, la dépression est réglée à moins 125 mm de mercure. En effet, on est dans le cadre d'une plaie aiguë, donc on peut le régler à moins 125 mm de mercure. Les autres cas, c'est principalement les désunions de cicatrices. Dans le cas de l'utilisation d'une thérapie par pression négative, pour relancer la revascularisation lorsqu'on est dans le cadre d'un derme artificiel ou dans la pose d'un lambeau, on va diminuer la dépression à moins 75 mm de mercure. Et après, on va pouvoir régler en fonction de certains paramètres notre dépression. Si on pense que l'étanchéité de notre montage est peu fiable, on va plutôt avoir tendance à augmenter la dépression, ou si on relie plusieurs plaies en faisant des ponts sur la même machine, du coup on va augmenter également notre dépression. En revanche, si le patient se plaint de douleur, ou si on remarque un saignement important dans le réservoir, on va avoir tendance à diminuer notre dépression par des réglages de palier de plus ou moins 25 mm de mercure. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le changement se fait en fait pas toutes les semaines de mousse, mais tous les 3 jours. Et la prescription est d'1 mois maximum. Et ce n'est pas obligatoire de le faire au bloc opératoire, mais on peut le faire si la plaie ne fait pas très mal au patient, on peut le faire directement en chambre par une infirmière formée. Concernant la suite de la prise en charge, une fois que notre thérapie par pression négative a fait son effet, les chirurgiens plasticiens proposent de faire un lambeau de fermeture en prenant par exemple un muscle au niveau du grand dorsal. Et on a eu les résultats de nos cultures tardives et il est ressorti uniquement un staphylocoque aureus résistant à la méticilline et donc les infectiologues proposent de faire un relais par théicoplanine
et d'arrêter la vancomycine et notre céfotaxime. La dernière question, c'est concernant la teicoplanin. C'est un traitement qui est rétrocédable, c'est un traitement qui est disponible en pharmacie d'officine. L'objectif des dosages plasmatiques résiduels dans le traitement des infections ostéo-articulaires est de 20 à 30 mg par litre. La voie IM peut être envisagée chez ce patient et c'est un médicament vénotoxique qui impose la présence d'une voie veineuse centrale. L'avantage de la teicoplanin, c'est qu'il va pouvoir rentrer chez lui et qu'il n'y a qu'une injection par jour. Alors c'est effectivement un traitement rétrocédable. Du coup, il va bien falloir que les infirmières qui vont prendre en charge le patient soient directement au courant pour éviter une rupture de traitement. L'objectif des dosages plasmatiques résiduels dans le traitement des infections ostéo-articulaires est effectivement de 20 à 30 mg par litre. Comme il n'y a qu'une injection par jour, c'est bien un dosage résiduel que l'on va faire. On a besoin d'une concentration importante pour que c'est une action sur l'os. La voie IM chez ce patient n'est pas envisageable car il a un traitement au final anticoagulant par héparine de bois-poids moléculaire. Et de plus, la voie IM dans le cas des infections ostéo-articulaires n'a pas montré un niveau de preuve suffisant et donc on va plutôt garder notre voie IV. Cependant, ce n'est pas un médicament vénotoxique et donc son intérêt, c'est également qu'on va pouvoir traiter au long cours chez ce patient, donc environ 6 semaines avant la reprise chirurgicale, sur une voie veineuse périphérique. Merci pour votre participation. Merci Pierre pour ce cas qui illustre bien les problématiques d'hémostase et surtout d'antibiothérapie en chirurgie orthopédique. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Hélène Pluchart pour un dernier cas clinique. Alors Hélène est assistante hospitalo-universitaire au CHU de Grenoble et à l'Université de Grenoble. Elle exerce son activité hospitalière de pharmacie clinique au sein du service de pneumologie et du service d'infectiologie. Et son activité de recherche porte sur la pharmacoépidémiologie et le big data appliqué à la cancérologie thoracique. Bonsoir à tous. Donc du coup, mon cas va se porter sur la prise en charge complexe d'une infection à Pseudomonas aeruginosa. Donc je vous laisse vous connecter avec le code. Donc c'est KTIAII. Bon, je vais passer. Donc, je n'ai aucun intérêt et je remercie les différentes personnes présentes sur cette diapositive pour la conception du cas clinique. Alors donc, nous allons nous intéresser à un patient donc âgé de 30 ans qui arrive aux urgences au CHU de Grenoble. Il pèse 55 kg pour 169 cm et donc de ce fait, il a un IMC à 19,2 kg par mètre carré. Donc cliniquement, il est confus, il est fébrile, avec une température à 39,5 degrés Celsius, et de plus, il présente des expectorations purulentes. Et donc, parmi ces antécédents, on note donc une transplantation double monopulmonaire en août 2015 sur mucoviscidose. Il a également une infection chronique à Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Il a une insuffisance pancréatique exocrine, une polypose nasale non opérée, il présente une dénutrition et également un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien. Alors, lors de l'entrée de ce patient dans le service, l'interne en pharmacie il va réaliser la conciliation médicamenteuse. Mais malheureusement, le patient il n'aura pas d'ordonnance sur lui et la famille n'est pas présente à l'entrée.
Et étant donné l'état clinique du patient, il est peu coopératif lors de l'entretien. Alors l'interne, il va tenter d'aller sur le dossier pharmaceutique partagé du patient. Donc première question à propos du dossier pharmaceutique. Donc le DP patient permet d'accéder aux dispensations ayant eu lieu dans les 4 mois précédents, donc 3 ans pour les médicaments biologiques et 21 ans pour les vaccins. Deuxième proposition, depuis octobre 2016, les pharmaciens exerçant en PUI ont accès au DP. Troisième proposition, seuls les pharmaciens ont accès au DP. Quatrième proposition, les pharmaciens exerçant en PUI peuvent seulement consulter le DP. Et la dernière, donc 50% des PUI actuellement sont connectés au DP. Alors la bonne réponse, donc c'était la première. Donc la première, c'était la bonne. La deuxième, elle est fausse. Pourquoi? En fait, c'est depuis octobre 2012 que les PUI ont accès au DP. La troisième, en fait, c'est arrivé en 2016 avec un article paru pour l'accès aux médecins qui a été vraiment mis en application avec un décret paru en mai 2017. Les pharmaciens des PUI peuvent également alimenter le dossier pharmaceutique. Et en novembre 2017, d'après un chiffre de l'Ordre national des pharmaciens, seulement 12% des PUI étaient connectés au DP. Donc, juste pour rappel, le DP est là pour améliorer la communication entre tous les professionnels de santé, détecter les risques d'interaction entre médicaments, puisque en 2012, la DGOS estimait qu'une hospitalisation sur 10 était liée à un risque iatrogène médicamenteux. Et donc, à la base, c'était vraiment fait pour cela. Et donc, mieux coordonner les soins entre la ville et l'hôpital, contribuer au bon usage du médicament, améliorer la couverture vaccinale également, et d'autres avantages de ce DP que je ne développerai pas pour la suite. Donc du coup, le patient, il a bien activé un DP, donc l'interne a accès à son DP, et on voit qu'il y a eu 2 dispensations qui sont retrouvées dans 2 pharmacies d'officine différentes. Donc il y a une première dispensation du 15 novembre 2017, présente à gauche, et à droite, il y a une dispensation qui date du 22 novembre 2017, et pour essayer de regrouper un peu les différentes indications avec les antécédents du patient, en gros, on a l'advagraphe, le Celcept et le Cortencil, donc on se doute que c'est par rapport à sa transplantation pulmonaire, donc c'est le traitement immunosuppresseur. Ensuite, tout ce qui est donc Eurobiol, de l'Ursan, Toco 500, A313, donc les vitamines, les extraits pancréatiques et l'acide urso-désoxycholique, par rapport au traitement symptomatique de l'insuffisance pancréatique et du syndrome de malabsorption des vitamines liposolubles ADEC, et également de l'uvédose et du casside D3, donc liés à plusieurs choses, non seulement liés aux effets indésirables de la corticothérapie, mais également liés à un effet de la mucoviscidose en elle-même sur le remodelage osseux qui augmente donc la résorption osseuse. Et ensuite, par rapport à l'autre dispensation du 22 novembre, en l'état actuel des choses, on ne savait pas trop dire pourquoi il avait ces médicaments. Donc il y avait de l'Augmentin et du Ciflox. Donc on s'est demandé est-ce que c'était lié à une pneumopathie où il allait chez le médecin traitant et du coup on lui a prescrit cela. On n'avait pas trop d'informations. Alors concernant la mucoviscidose, donc un test génétique négatif exclut le diagnostic de mucoviscidose. Deuxième proposition, il n'y a pas de corrélation entre le type de mutation et les manifestations cliniques de la maladie, c'est-à-dire la corrélation génotype-phénotype. La prise en charge de la mucoviscidose repose sur 2 piliers fondamentaux, la nutrition et la fonction respiratoire. Et enfin, la primocolonisation à Pseudomonas aeruginosa est un tournant dans l'histoire de la maladie. Alors les bonnes réponses étaient les 2, 3 et 4. Donc
En fait, par rapport au diagnostic génétique, quand il est négatif, ça n'exclut pas forcément un diagnostic de mucoviscidose parce qu'il y a tellement de mutations sur le chromosome 7, le chromosome touché par cette maladie. Il y en a environ 1200. Donc, en routine, les premières qui tombent, ce sont les 30 plus connues. Donc, s'il est négatif, ça n'exclut pas forcément. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le test salivaire et le test à la sueur. Enfin, par rapport au traitement de la mucoviscidose, si on pouvait représenter schématiquement le traitement de cette maladie avec des piliers, en effet, la nutrition et la fonction respiratoire sont deux piliers vraiment fondamentaux pour la prise en charge de cette maladie, pour plusieurs raisons. Et pour la fonction respiratoire, notamment avec la kinésithérapie, les traitements antibiotiques par curie-IV, quand il y a une infection chronique, ça permet vraiment de prévenir les infections pulmonaires qui vont diminuer le VEMS du patient tout au long de sa vie. Et c'est vraiment un facteur de risque de mortalité. Et c'est pour ça que la kinésithérapie a vraiment un rôle très important. Par rapport à la nutrition, on recommande souvent chez ces patients un apport hypercalorique, c'est-à-dire de 120 à 150% des apports recommandés et normolipidiques. Et là, souvent, ces patients sont dénutris. Pourquoi ? Ils ont une insuffisance pancréatique qui fait qu'ils n'absorbent pas bien les nutriments et les graisses. Et lors d'infections respiratoires, souvent, ils ont une augmentation des besoins énergétiques qui sont souvent non couverts, malheureusement. Et il y a également une perte d'appétit en cas d'infection. Et pour les autres, donc c'était pour la primocolonisation. En effet, c'est bien un tournant évolutif qui est péjoratif dans la mucoviscidose. Et cette prise en charge précoce dès la primocolonisation, elle est vraiment associée à une amélioration significative du pronostic. Et en effet, cette chronicité, après cette primocolonisation, si elle n'est pas traitée, entraîne des résistances et peut entraîner également des infections graves. Et le but, c'est en fait de retarder cette primocolonisation avec des règles d'hygiène à bien expliquer aux patients, ainsi qu'une adhésion médicamenteuse, ce qui est très important, surtout que souvent ce sont des patients assez jeunes. Et donc il y a beaucoup de recherches actuellement qui est faite afin d'essayer de développer un vaccin anti-pyocianique afin de retarder, d'éviter cette primocolonisation qui est vraiment un facteur péjoratif de la mucoviscidose. Alors, pour la suite de la prise en charge, donc le médecin traitant, au final, il est contacté et il va nous informer que la prescription d'Augmentin et de Ciflox avait été réalisée pour une suspicion de pneumopathie infectieuse au retour d'un voyage au Maroc et que de ce fait, un ECBC avait été réalisé en ville. Et le laboratoire que l'on contacte également nous informe que la culture, elle met en évidence du PIO et qu'un antibiogramme, il est disponible. Et tous les résultats, ils vont être transférés au CHU. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on retrouve 10 puissance 6 UFC par ml de Pseudomonas aeruginosa muqueux. Et sur l'antibiogramme que vous avez à votre droite, on voit qu'il est résistant à tout, sauf à deux types de molécules. Donc, tout d'abord, une association ceftazidime-avibactam et également sensible à l'association ceftolozane et tazobactam. Donc, à propos du Pseudomonas aeruginosa. Donc, première proposition, c'est un pathogène opportuniste provoquant des infections communautaires et nosocomiales. Les facteurs de virulence peuvent entraîner la formation d'un biofilm, mais le Pseudomonas aeruginosa n'entraîne pas de quorum sensing. Le PIO est naturellement résistant au C1G et au C2G. Le PIO peut devenir résistant à l'imipénème. Et les aminosides les plus actifs sur le PIO sont l'amicacine et la gentamicine. Alors, les bonnes réponses, c'était les 1, 3 et 4. Alors, en effet, le Pseudomonas aeruginosa possède de très nombreux facteurs de virulence, très bien décrits, et il y en a d'autres encore qui sont découverts un peu chaque jour. Et en fait, ce Pseudomonas aeruginosa peut se rassembler et former des microcolonies. Et ces microcolonies vont
vont former donc des amas de bactéries qui vont communiquer entre elles. Et c'est ce qu'on appelle le quorum sensing, où en fait elles vont échanger entre elles des gènes de production de facteurs de virulence. Et ces facteurs de virulence produits par le quorum sensing sont parfois des facteurs qui augmentent l'adhésion de ces cellules aux surfaces et donc qui vont entraîner la formation d'un biofilm qui est visqueux, et donc ça entraîne en fait un cercle vicieux parce que les autres bactéries qui sont dans le milieu, qui n'ont pas encore adhéré, vont elles également adhérer derrière à ce biofilm. Et par rapport à la sensibilité du Pseudomonas aeruginosa, donc là je vous ai mis de façon imagée la sensibilité d'une souche sauvage, et je précise bien sauvage, et donc il est naturellement résistant au C1G, C2G. Les C3G, ça ne fonctionne pas très bien, mais ce qui fonctionne au niveau des céphalosporines, après ça dépend des souches, hein, mais il y a la ceftazidime, le ceftobiprol, et surtout les nouvelles C3G plus inhibiteurs. Par rapport aux pénicillines, ce qui fonctionne sur les souches sauvages, c'est donc la ticarciline, ticaracide clave, la pipéraciline et l'association pipéraciline-tazociline. Par rapport aux aminosides les plus actives, ce sont en fait la tobramycine et la micacine. Et par rapport à l'imipénème, naturellement, le Pseudomonas, il est sensible à l'imipénème, mais malheureusement, il peut acquérir une résistance non enzymatique avec la perte d'une porine D2 qui est présente sur la membrane externe du Pseudomonas et qui permet la pénétration de l'imipénème dans la bactérie. Et si le Pseudomonas perd cette protéine, forcément, l'imipénème ne pénètre pas et donc le Pseudomonas est résistant. Alors, quelles sont les particularités pharmacocinétiques d'un patient ayant une mucoviscidose? Donc, l'absorption est accélérée, le volume de distribution VD est souvent augmenté, la clairance est diminuée et les modifications physiopathologiques aboutissent en général à une surexposition du patient aux médicaments. Alors, la bonne réponse, c'était la 2. Alors, par rapport à l'absorption, il y a souvent un retard. Vu que toutes les sécrétions sont plus épaisses, plus visqueuses, ça ne touche pas que les poumons, ça touche aussi l'intestin, le pancréas, et bien en fait, il y a vraiment un retard d'absorption et il y a notamment une hypersécrétion acide, une réduction de la sécrétion biliaire et un ralentissement de la vidange gastrique. Parfois, ces patients, ils ont vraiment des syndromes d'occlusion extrêmement graves qui nécessitent des hospitalisations. Et donc, en effet, le VD, il est souvent augmenté, en général. Et donc, parce qu'en fait, les tissus maigres, ils contiennent davantage de liquide extracellulaire que les tissus adipeux. Et en fait, on va avoir une augmentation du VD des antibiotiques hydrophiles, alors qu'au contraire, on aura plutôt une diminution du VD des antibiotiques lipophiles. Et on a également d'autres facteurs qui interviennent, comme une augmentation relative du volume sanguin, une augmentation de la fixation pulmonaire et une augmentation de la fraction libre des médicaments liée notamment à une hypoalbuminémie liée à la dénutrition chez ces patients. Alors au niveau de la clairance, elle est augmentée. En effet, on a notamment décrit une augmentation de l'activité de certaines cytochromes, notamment la 1A2 et la 2C8, mais il y a également, je ne l'ai pas précisé, mais une augmentation de l'activité des UGT au niveau hépatique. Et on note également au niveau rénal une diminution de la réabsorption tubulaire passive et active. Et de ce fait, les patients qui ont une mucoviscidose sont souvent sous-exposés aux médicaments par rapport à la population générale. Et donc c'est bien pour ça qu'il y a des conférences de consensus qui ont été établies. Donc là, je vous ai mis par exemple la conférence de consensus de 2002 par la Société française de pédiatrie, où, encadré en rouge, vous voyez que par rapport à l'AMM, les doses sont souvent augmentées. Donc ça, ce sont les principaux antibiotiques utilisés par voie intraveineuse dans l'affection à Pseudomonas aeruginosa.
Et de ce fait, après avoir vu l'antibiogramme, les médecins ils prescrivent alors du Zavicefta. Donc c'était un des deux qui était encore sensible. Donc c'est une association ceftazidime et avibactam. Et ils consultent le RCP afin d'avoir la posologie à prescrire. Et donc là, je vous ai mis le tableau du RCP où en fait on voit que dans les infections dues à des bactéries aérobies à gram négatif, ce qui est le cas du PIO, chez des patients pour qui les options thérapeutiques sont limitées, eh bien on préconise une injection toutes les 8 heures de 2 grammes de ceftazidime avec 0,5 g d'avibactam, et donc sur une durée de perfusion de 2 heures. Alors la question d'après, vu qu'on a vu avant qu'il y avait des modifications pharmacocinétiques chez ce patient, donc est-ce que la posologie du Zavicefta à prescrire est bien celle de l'AMM? Le Zavicefta s'adapte-t-il à la fonction rénale? Est-ce que c'est un antibiotique temps dépendant? Et par rapport au reste du traitement, est-ce que les médecins, au final, ils ne vont pas adapter le traitement associé au patient? Donc, pour rappel, il y avait le traitement immunosuppresseur, tacrolimus, corticoïdes, Celcept, et les traitements liés à l'insuffisance pancréatique et les effets indésirables de la corticothérapie. Alors, les bonnes réponses, c'était la 1, 2 et 3. Donc, en effet, le Zavicefta, c'est un tout nouveau médicament dont l'AMM est tombée en juillet 2017. Et donc, il y a peu de recul d'utilisation du Zavicefta dans cette population particulière. Et en plus des modifications pharmacocinétiques que je vous ai précisées sur l'absorption, le volume de distribution, la métabolisation hépatique et la clairance rénale, les sécrétions bronchiques, du fait de la mutation du canal CFTR, sont visqueuses et peu hydratées. Le pseudomonas, lors des infections chroniques, il est bien niché au sein d'un biofilm qui est inaccessible tant pour les cellules phagocytaires que pour les antibiotiques. Il y a des facteurs qui diminuent l'activité des antibiotiques, comme une anaérobie locale au sein du biofilm, une adsorption sur le mucus, et il y a également une multiplication bactérienne ralentie. On note aussi un effet inoculum, c'est-à-dire qu'il y aura une résistance in vivo malgré la sensibilité in vitro, parce qu'il y a beaucoup trop de bactéries sur le site de l'infection. Alors, on a fait une recherche dans la littérature, et il y a une publication chez le patient ayant une mucoviscidose où ils ont utilisé la même posologie que la RCP. Nous avons également fait un avis au centre de référence de mucoviscidose, il y en a 2 en France, un à Lyon et un à Nantes. Et à Lyon, ils n'avaient pas forcément de référentiel et c'est un antibiotique qu'ils n'avaient pas utilisé, donc ils ne pouvaient pas vraiment nous dire. Et de ce fait, avec les médecins, il a été décidé de faire selon les recommandations de la RCP, c'est-à-dire du 2 g de ceftazidime associé à 0,5 g d'avibactam 3 fois par jour, donc en discontinu chez ce patient. Donc la ceftazidime avibactam, c'est bien un antibiotique qui s'adapte à la fonction rénale et c'est bien un antibiotique temps dépendant, comme les autres céphalosporines. Et donc ce qui est important comme paramètre, c'est le temps passé au-dessus de la CMI. Et par rapport au traitement associé du patient, les médecins vont le modifier. Pourquoi? Parce que dans un contexte infectieux, on n'a pas envie que les taux d'immunosuppresseurs soient trop élevés et que le patient soit trop immunodéprimé. Donc de ce fait, étant donné que les taux résiduels étaient corrects, le taux de la posologie de tacrolimus a été diminué, donc de 5 à 4 mg par jour, et le Celcept a été diminué également à 1000 mg par jour. Et comment s'est faite la communication en ville suite à cette hospitalisation? Donc, et la fiche de liaison médicale est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Et sur ce même principe, le CHU de Grenoble s'est un peu calqué sur cette fiche de liaison pour créer une fiche de liaison ville-hôpital de la prise en charge médicamenteuse et qui est donc remplie par les pharmaciens. Et donc, elle est ici en image. Et donc, elle est remplie par les pharmaciens qui récapitulent ce qui s'est passé, l'hospitalisation, les traitements qui ont été enlevés, rajoutés. Et surtout, on laisse nos coordonnées pour être joignables s'il y a des questions.
Et comment on transmet cette fiche de liaison? Eh bien, en fait, en région Rhône-Alpes, l'ARS, notamment de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et les conseils régionaux, le conseil régional, pardon, ont créé en fait une plateforme e-santé SISRA pour Système d'information de santé en Rhône-Alpes. Et en fait, au sein de cette plateforme, il y a un service qui s'appelle le service ZEPRA, pour zéro échange papier en Rhône-Alpes, afin de permettre un échange dématérialisé de l'information entre tous les professionnels de santé, que ce soit le médecin généraliste ou les pharmaciens, mais aussi il y a également d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette plateforme. Et un moyen de parvenir à ZEPRA, c'est soit via notre logiciel au CHU ou via Mon SISRA. Et Mon SISRA, c'est quoi? C'est ce que vous voyez à droite. C'est en fait une messagerie totalement sécurisée où les internes et les externes en pharmacie peuvent communiquer avec les pharmacies d'officine qui ont également cette messagerie. Et on peut faire parvenir donc cette fiche de liaison via cette messagerie. Messagerie qui fait actuellement, qui fait également l'objet d'une étude par une interne en pharmacie à Grenoble pour voir l'impact de Mon SISRA sur les conciliations d'entrée et de sortie chez les patients dans notre hôpital. Et je vous remercie pour votre attention.